Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Scott Ritter, bienvenue ici, mon cher ami. Avant de parler de Trump et du coin diplomatique dans lequel il s'est enfermé vis-à-vis de l'Iran, ce week-end, Marco Rubio se vantait à Munich de l'enlèvement de Nicolás Maduro. Je vais deviner que ce genre de vantardise ne vous a pas surpris. Non, je veux dire, tout d'abord, l'opération Venezuela est l'œuvre de Rubio. Il est conseiller à la sécurité nationale, pas seulement secrétaire d'État, et il pousse pour ce genre d'humiliation du régime de Maduro depuis 2016, lorsqu'il a obtenu pour la première fois son adhésion au comité des affaires étrangères, sous-comité sur l'hémisphère sud. Oui, c'est son plan, c'est son coup de force. Ce sera le tremplin pour ses ambitions présidentielles en 2028, donc il va en profiter à chaque occasion. Wow! Accordez-vous de l'importance à l'arrivée de responsables du ministère des Affaires étrangères russe à Genève pour rencontrer Witkov et Kushner? Il ne se contente plus de rencontrer Kirill Dmitriev. Il rencontre maintenant Vladimir Medinsky, qui travaille directement pour le président Poutine, et Mikhail Galuzin, qui est le vice-ministre des Affaires étrangères. Sergei Lavrov n'est pas là, mais une équipe de hauts responsables russes est présente. Oui, Medinsky est un personnage intéressant. Quand on parle de successeur potentiel de Vladimir Poutine, le nom de Medinsky est évoqué. Il est un lieutenant de confiance de Vladimir Poutine et vous savez, lorsqu'ils ont repris les discussions à Istanbul il y a quelques années, Medinsky a dirigé cette négociation. Vous savez, c'est un acteur sérieux, ce qui signifie qu'ils en arrivent maintenant aux détails d'un accord. Je pense aussi que c'est un coup de force des Russes en appelant l'Amérique à son bluff. Les États-Unis ne cessent de dire qu'ils veulent un accord, ils veulent un accord, ils veulent un accord. La Russie a finalement amené les gens capables de conclure l'accord, ce sont les négociateurs, et la pression sera désormais transférée à l'Ukraine parce que Zelensky a clairement indiqué qu'il n'accepterait aucun aspect de l'accord actuellement sur la table. Voilà. La Russie a clairement indiqué en Alaska qu'il y avait des concessions qu'elle était prête à faire, et c'était la base sur laquelle un accord pouvait être structuré, et la Russie ne s'en écarte pas. C'est leur point de référence. Donc, je pense que même si la Russie essaye de défier les Américains, s'il y a un accord à conclure, ce sera cet accord, seulement cet accord. Mais je pense aussi que les Russes sont convaincus qu'à ce stade, l'Ukraine n'est pas prête à augmenter son niveau de jeu. Et donc, c'est une façon d'accroître la division entre les États-Unis et l'Ukraine. Alistair Crook a fait l'observation il y a quelques minutes que, parce que les Russes ont quitté Anchorage en Alaska, avec l'impression de certains accords par poignée de main entre les présidents Poutine et Trump et que rien ne s'est passé, les Russes veulent tout mettre par écrit. Ils ne vont plus accepter un clin d'œil, un hochement de tête et une poignée de main. Cela pourrait-il être la raison pour laquelle ils ont des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères présents? Et Witko et Kushner ont-ils des hauts fonctionnaires du département d'État avec eux, ou juste un traducteur et un sténographe? Witkov et Kushner ne seront pas les personnes qui concluront l'accord final. En fait, ils jugent, soyons honnêtes ici. Les États-Unis ne sont pas sérieux au sujet d'un accord de paix avec la Russie. Les États-Unis sont sérieux au sujet d'un accord qui positionne les États-Unis pour atteindre des objectifs ultérieurs, et l'un d'eux est d'amener la Russie à s'ouvrir au capital financier américain afin que nous puissions à nouveau prendre le contrôle de l'économie russe. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Espérons que les Russes sont assez intelligents pour voir cela. Donc, l'Ukraine est un sujet secondaire. Ce que nous cherchons, ce sont les opportunités qui viennent après l'Ukraine. Quel type d'ouverture? D'une certaine manière, c'est mauvais pour Kushner et Witkov d'avoir Medinsky et d'autres là-bas au lieu de Dmitriev, parce que Dmitriev était un négociateur comme eux. Ils pouvaient jouer à des jeux irréalistes. Maintenant, ils ont les gars qui vont le mettre par écrit. Soyez très précis à ce sujet. Et je pense que l'administration Trump est sur le point d'apprendre la dure réalité de traiter avec les Russes. Quiconque a traité avec les Russes dans un environnement semblable à un traité comprend que les mots comptent et les mots sur papier comptent beaucoup. Et après, le nouveau start et la manière dont Rose Gottemoeller et l'équipe de négociation américaine, vous savez,
ont joué de manière créative avec des mots qui ont fini par mordre la Russie. Je ne pense pas que la Russie va permettre, vous savez, l'artisanat astucieux des États-Unis. Quel que soit l'accord, il sera écrit de manière très précise. Et je ne pense pas que les États-Unis soient prêts pour cela, car ils auraient un groupe de personnes différents si c'était le cas. Enfin, avant de passer à l'Iran, êtes-vous surpris par ce que cette dame dit? Chris, coupe numéro 2. Je pense que la position de l'administration Trump envers l'Ukraine est honteuse. Je pense que l'effort pour contraindre l'Ukraine à un accord de reddition avec Poutine est honteux. Je pense que l'effort que Poutine et Trump font pour profiter de la misère et de la mort du peuple ukrainien est une erreur historique et corrompue au plus haut degré. Et donc, je crois que l'Ukraine se bat pour notre démocratie et nos valeurs de liberté et de civilisation. Sur les lignes de front, perdant des milliers de personnes et voyant leur pays détruit par la manie d'un homme de les contrôler. Et je pense que Trump soit ne comprend pas, soit se fiche de cette souffrance. Donc c'est ce que je pense. Toujours en train d'essayer de justifier le coup d'État de 2014. Oui, je veux dire, la réalité est que personne ne se soucie plus de ce qu'elle pense. Elle n'a aucune influence sur quoi que ce soit. C'est une femme amère, méprisée qui, vous savez, n'a pas pardonné aux États-Unis d'avoir élu Trump à sa place. Et elle doit être prudente quand elle parle de l'Ukraine et de la corruption, car elle et son mari sont deux des personnes les plus corrompues en ce qui concerne l'Ukraine. Un jour, la vérité sur la fondation Clinton sortira et l'argent ukrainien et l'autonomisation qui a été réalisée avec des accords discrets avec l'Ukraine. Elle n'a pas les mains propres sur ce sujet, mais vous savez pourquoi les gens l'invitent-ils à des forums parce que personne ne s'en soucie. Les mots doivent avoir du sens et être soutenus par le potentiel de transformer ce sens, ces mots en action. Et rien de ce que dit Hillary Clinton ne pourrait être transformé en action. C'est juste du vent. Concernant l'Iran, pensez-vous que Trump a déjà décidé d'attaquer? Yes. Oui, je crois que Donald Trump a pris la décision d'attaquer lorsque les conditions peuvent être remplies. Je ne crois pas que les conditions aient été remplies. Je crois cela. Quelles sont les conditions qu'il, lui et Hegseth rechercheraient avant d'attaquer? Eh bien, je laisserai Hegseth en dehors de cela parce que c'est plus un jeu de la CIA qu'un jeu de Hegseth. Le travail de Hegseth est simplement de placer des bombes sur des cibles. Mais le travail préparatoire à faire est un travail de la CIA, essentiellement pour rendre les conditions en Iran favorables à un changement de régime. C'est la politique des États-Unis. Encore une fois, il est ridicule de penser que les Iraniens rencontrent, nous continuons à mentionner ces noms, Witko et Jared Kushner, vous savez, à Genève maintenant, pour négocier. Ils ne négocient pas Jared Kushner avant de rencontrer Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Vous savez, il a tenu une réunion ici aux États-Unis avec la diaspora iranienne. L'élite des hommes d'affaires pro-Shah, ils doivent choisir le prochain gouvernement de l'Iran. Donc il est assis là en disant voici le gouvernement qui va remplacer le gouvernement avec lequel je vais maintenant aller négocier. Il a rencontré le fils du Shah? Oui. Il a rencontré les gens du fils du Shah et le B et le lit le point Est, je veux dire, qui peut prendre cet homme au sérieux. Mais cela révèle davantage, je veux dire, la politique des États-Unis envers l'Iran est un changement de régime à 100%. Maintenant, l'administration Trump avait travaillé sous une formule qui était dirigée par les Israéliens qui disait vous devez donner un coup de grâce rapidement, 3 à 5 jours. Et c'était censé être ce qui allait se passer en décembre, janvier de cette période, mais ils n'ont pas mis toutes les pièces en place, alors ils ont reculé. Maintenant, l'administration Trump parle d'une campagne qui se déroulera sur plusieurs semaines. Maintenant, c'est une chose différente, car Israël sera appelé à absorber beaucoup de dégâts au cours des semaines. Je pense que Trump essaie de dire que si nous chargeons les attaques pour supprimer les capacités de défense des missiles iraniens, des capacités de missiles, et nous détruisons autant que possible, alors nous passons à la suppression du régime pour que nous puissions obtenir l'effondrement du régime, et nous pouvons obtenir des soulèvements dans les rues pour, vous savez, prendre le contrôle, pour provoquer la chute, que c'est la possibilité. Donc, je pense que les Israéliens et les Américains sont actuellement dans une période de discussion très, très intensive concernant les ensembles de cibles. Comment cibler la capacité de missiles balistiques iraniens pour que, vous savez, quelles que soient les forces prêtes qu'ils ont actuellement, soient frappées en premier. Et vous continuez à frapper ces cibles très fort pour que les Iraniens ne puissent pas initier et soutenir, vous savez, une frappe de missiles significative contre des cibles israéliennes et américaines. Ils n'ont pas cela, je ne crois pas qu'ils aient encore résolu ce problème de ciblage.
Et je pense qu'ils travaillent maintenant. Le prochain problème de ciblage après cela est le régime lui-même, pas seulement la direction, mais la sécurité. Ils ont obtenu beaucoup de renseignements lors du dernier tour quand, vous savez, Trump menaçait de bombarder. Ils ont obtenu des renseignements sur, vous savez, qui en Iran répond à quelle crise et où, quelle est la connectivité de la direction, quelles sont les forces de sécurité. Et ceux-ci, vous savez, sont transformés en modèles de ciblage qui pourraient être superposés pour réduire la capacité du régime à répondre aux troubles. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Je pensais initialement, en regardant cela, que, vous savez, les Iraniens avaient arrêté, vous savez, une bonne partie des agents du Mossad et de la CIA. J'ai maintenant changé mon évaluation. Et c'est basé sur l'analyse de Starlink. Vous savez, les Iraniens ont réussi à intercepter ou à interdire, vous savez, 20% de la connectivité Starlink qui existe. Et la CIA et le Mossad font entrer ces kits de mise à niveau en empruntant des routes de contrebande qui permettent de contourner le brouillage. Cela me dit que 70% du réseau de la CIA et du Mossad est toujours en vie et en bon état et vit à l'intérieur de l'Iran. Et donc, c'est le réseau que les États-Unis et le Mossad vont chercher. Scott Bessent, vous savez, en mars dernier, a parlé de vous créez une crise du dollar, et il l'a fait, et c'est ce qui a conduit à des manifestations en décembre et janvier qui ont conduit à la violence, etc. Vous savez, et en ce moment, nous regardons, vous savez, nous avons des plans en place pour générer, vous savez, des crises politiques à l'intérieur de l'Iran qui pousseront les gens dans les rues et répéteront ce scénario. Et au milieu de cela, nous commencerons une campagne de bombardement de plusieurs semaines, dont le but ultime est de faire s'effondrer le régime et de faire remplacer la République islamique par ce soulèvement populaire. Et puis les imbéciles triés sur le volet par Jared Kushner arriveront. C'est le plan. Je ne le vois pas réussir. Je pense que les Iraniens, vous savez, ont des mesures efficaces contre cela. Mais c'est le plan, et en ce moment, je pense que la CIA dit à Trump que nous n'avons pas, vous savez, que nous n'avons pas suffisamment renforcé l'opposition. Ils se remettent encore de ce qui s'est passé en janvier. Et vous savez, l'armée dit que nous n'avons pas encore le plan de ciblage. Et donc Trump utilise les négociations comme un moyen de, vous savez, de prolonger le processus. Mais je parierais 1 centime contre $1 que dès que les feux seront au vert pour le ciblage et l'opposition, vous savez, la connectivité, il appuiera sur la gâchette et nous commencerons à bombarder l'Iran. Donc, Trump n'a pas de sérieux désir de résoudre cela diplomatiquement et n'a pas de moyen de résoudre cela diplomatiquement. Non, le changement de régime est la politique. C'est la seule politique. Vous savez, c'est pourquoi nous avons fait 3 demandes à l'Iran qui ne peuvent être satisfaites. 1. Abandonner leur programme nucléaire dans sa totalité. Cela ne va tout simplement pas se produire. Les Iraniens ont beaucoup de latitude pour négocier sur ce front. Ils peuvent faire beaucoup de choses qui, si nous étions vraiment préoccupés par le programme nucléaire iranien, vous savez, atténuerait toutes nos préoccupations. Il y a beaucoup de marge de manœuvre là-bas. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons, et vous savez cela par la prochaine demande, que l'Iran doit se débarrasser de ses missiles, en particulier des missiles ayant une portée capable de frapper Israël. C'est comme dire à l'Iran, vous devez vous suicider. Car le fait est que si l'Iran n'avait pas de missiles capables de frapper Israël, vous et moi ne serions pas en train d'avoir cette conversation en ce moment. Nous parlerions de bombes américaines tombant sur l'Iran. La seule chose qui empêche les bombes américaines de tomber sur l'Iran à ce stade, ce sont les missiles de l'Iran capables de frapper Israël. Et ensuite, le troisième, c'est que l'Iran doit changer son comportement régional. C'est absurde. Une nation de 90 millions, la taille et l'emplacement géographique de l'Iran, leur dire qu'ils n'ont pas le droit de se préoccuper de ce qui se passe dans la région, c'est un peu. Encore une fois, celui-ci, il pourrait y avoir une marge de négociation. Vous savez comment faire pour que l'Iran cesse de soutenir le Hamas? Une Palestine libre et indépendante. Problème résolu. Comment faire pour qu'Iran cesse de soutenir le Hezbollah? Faites sortir les troupes israéliennes du Liban. Problème résolu. Comment faire pour qu'Iran cesse de soutenir les Houthis? Encore une fois, la solution, c'est Gaza. Alors, vous savez, le point crucial ici, ce sont les missiles. L'Iran ne cédera jamais sur les missiles. Et à cause de cela, je pense que l'administration Trump utilise ces négociations comme un moyen. L'autre chose qu'elle fait, maintenant nous entrons dans les détails du renseignement. Mais vous savez, l'administration Trump, la CIA effectue une analyse des habitudes de vie, de tout ce qui se passe en Iran, afin de découvrir où les gens se déplacent, où vivent les personnes importantes, comment elles se déplacent quotidiennement. Alors vous voudrez secouer l'arbre ou titiller le système de temps en temps.
Ainsi, par exemple, vous proposez une position de négociation qui change la donne, excusez-moi, et ensuite vous surveillez la réaction du régime iranien. Et donc, vous stimulez les Iraniens, voyez comment ils réagissent, et vous recueillez ces informations. Ces informations peuvent servir à la fois à élaborer des plans de ciblage et à soutenir le mouvement d'opposition. Je pense donc que ces négociations ont pour but de générer des activités de renseignement pour stimuler un plan de collecte de renseignements. Et vous savez, j'espère que les Iraniens comprennent, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour leurs services de renseignement, mais j'espère qu'ils comprennent ce qui se passe ici, que ce ne sont pas du tout de vraies négociations. En fait, ce sont des négociations de non seulement conçues pour amener l'Iran à faire des choses qui révéleraient ses capacités ou exposeraient ses vulnérabilités. Les rumeurs et la compréhension que beaucoup d'entre nous avaient concernant une attaque iranienne je regarde le calendrier, les 13 et 14 janvier, que Trump s'est vanté d'avoir annulé. Était-ce toute une ruse pour voir quelle serait la réaction iranienne en cas d'attaque? Je pense qu'il y a peut-être eu un plan d'attaque. Cette attaque aurait été l'attaque initiale de 3 à 5 jours. Je pense que parce que encore une fois, Israël avait dit, vous savez, nous ne pouvons pas absorber plus de 700 missiles. Et donc, le sentiment était que si les troubles dans les rues étaient suffisamment importants, si vous pouviez venir et supprimer les cibles, ils pourraient prendre le relais, ils auraient avancé. Mais je pense que la nouvelle est parvenue que Starlink avait été compromis, que le soulèvement n'a pas été en mesure de réaliser l'expansion exponentielle nécessaire et a été arrêté. Mais ensuite, ce que vous faites, c'est passer en mode collecte. C'est ce que j'aurais conseillé au président. Continuez à agir comme si vous alliez frapper et voyez ce que les Iraniens font en réponse. Voyez comment ils réagissent, qui ils mobilisent, qui parle à qui, recueillez les données. Et cela entre dans, vous savez, le plan de cible. Donc je pense que c'était une ruse conçue pour, vous savez, générer des données de renseignement ciblables sur l'Iran. La Chine importe 1 400 000 barils de pétrole d'Iran par jour. Verra-t-elle Israël et les États-Unis comme des ennemis sapeurs leur capacité à maintenir cette relation commerciale heureuse? Il n'y a aucun doute que la Chine considérerait toute tentative de perturber leur accès au pétrole iranien comme, vous savez, négative. Mais la Chine ne va pas entrer en guerre à cause de l'Iran. La Chine ne peut pas entrer en guerre à cause de l'Iran. La Chine n'a pas la capacité d'interagir efficacement dans cette région d'un point de vue militaire, mais vous savez, la Chine continuera à fournir un soutien diplomatique. Elle continuera à fournir un soutien en matière de renseignement. Si j'étais les Américains, je serais très préoccupé par les satellites chinois et les données que les satellites chinois fournissent aux Iraniens en termes de ciblage. Je pense que les Iraniens, vous savez, sont capables de mettre à jour leur plan de ciblage plusieurs fois par jour. Donc même si nous déplaçons les avions, vous savez, ils sauront où ils sont lorsqu'ils lanceront les missiles. Et c'est très problématique pour nous. Et les Chinois fourniront un soutien militaire. Nous ne connaissons pas l'ampleur des nouvelles technologies que la Chine a fournies, mais il n'y a aucun doute que la Chine le fait pour rendre l'Iran une cible plus difficile. Souvenez-vous, la Russie et la Chine n'ont pas besoin de faire en sorte que l'Iran gagne la guerre. Elles doivent juste faire en sorte que l'Iran ne s'effondre pas. Parce qu'un échec à s'effondrer conduira à la destruction politique du président Trump. Et ce n'est pas ce dont nous parlons ici. Nous parlons de politique intérieure américaine. La seule raison pour laquelle c'est clairement une guerre de choix. Il n'y a aucune raison pour nous d'attaquer l'Iran, mais le président s'est mis dans une impasse ici avec sa rhétorique. Et donc maintenant, la question pour le président est, puis-je attaquer et utiliser cela comme un moyen d'augmenter mes chiffres en novembre, ou bien une attaque sera-t-elle préjudiciable? Et il croit que si il mène une attaque et que nous gagnons et que nous provoquons l'effondrement du régime iranien, cela suffira à faire de lui un président victorieux de la guerre, et il se présente aux élections de mi-mandat. Vous savez, avec cela, vous faites ce que personne d'autre ne pouvait faire. C'est pathétique, la réflexion qui se déroule à Washington, D.C. Nous parlons, vous savez, de faire la guerre contre une nation de 90 millions d'habitants. Et si cela tourne mal, nous parlons de milliards de personnes étant, vous savez, impactées négativement en termes d'économie mondiale, d'énergie, de sécurité, de tout cela. Et tout cela est pour, vous savez, l'ego, la flatterie de l'ego d'un seul homme. Le président des États-Unis et ses acolytes ne devraient-ils pas avoir honte de mener une politique étrangère conçue uniquement pour aider un autre pays étranger, Israël, et non les États-Unis?
Il devrait, mais malheureusement, le système américain récompense les politiciens qui, vous savez, se comportent de manière aussi honteuse. Le moment où le système politique américain punit les Américains pour avoir tourné le dos à l'Amérique et, au lieu de cela, embrasser si ouvertement et effrontément Israël ou toute autre nation. Je veux dire, je suis fatigué de voir des sénateurs américains siéger au Sénat des États-Unis avec un drapeau américain et ukrainien sur leur... Non, drapeau américain seulement. Pas de drapeau américano-israélien, pas de drapeau américano-ukrainien, pas de loyauté partagée. Mais pour le moment, il ne perd pas le prix parce que je suppose la machine de propagande qui existe là-bas, vous savez, assimile l'Amérique à Israël. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes tous deux des démocraties. Nous sommes du même côté, l'Amérique et l'Ukraine. Nous combattons le même ennemi. Non, cela signifie que les États-Unis agissent pour le compte de gouvernements étrangers où l'argent de nos contribuables est utilisé au seul bénéfice d'un gouvernement étranger. Et souvenez-vous, nous parlons de guerre. Ce ne sont pas des exercices académiques. Cela, c'est la vie et la mort pour des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes. Et tout cela est fait pour la politique intérieure américaine, pour l'argent, surtout en ce qui concerne Israël. Vous savez, l'argent que la communauté sioniste, la communauté pro-sioniste peut apporter à la politique américaine est inégalé. Et tant de politiciens américains ont vendu leur âme à l'AIPAC et à d'autres, vous savez, comités d'action politique pro-israéliens. Alors, vous avez raison. Il devrait y avoir de la honte, mais tant qu'il n'y a pas de prix politique à payer, il n'y a pas de honte. Eh bien, voici le pire du lot. Il y a environ 1h30 en Israël où il a révélé qu'il s'y rendait toutes les 2 semaines et une simple recherche de sources publiques révèle que ses voyages en première classe vers Israël sont payés par l'AIPAC. Indice, il dit que dans les rues de Jérusalem et de Tel Aviv, il est connu sous le nom de... C'est le numéro 13, Chris, oncle Lindsay. Aux braves gens d'Israël, je sais que vous avez été durement, largement et profondément blessés le 7 octobre. Je suis ici pour vous dire que nous sommes à l'aube d'un grand tournant d'éliminer le plus grand sponsor étatique du terrorisme dans la région. Et avec la chute de l'Iran vient la chute du Hezbollah, du Hamas, des Houthis. L'effet d'entraînement est énorme. La normalisation devient beaucoup plus probable. Si l'ayatollah survit à toute cette agitation, que Dieu vienne en aide à la région. Alors, ma présence ici aujourd'hui est pour rassurer le peuple israélien qu'il n'y a pas de lumière ou de différence entre le président Trump et Bibi sur quoi faire et comment le faire. Il y a 2 lignes dans l'eau en ce moment. L'une est une ligne diplomatique essayant de trouver un moyen de mettre fin à ce régime diplomatiquement qui fera progresser notre intérêt de sécurité nationale. L'autre ligne est l'option militaire. Je pense que le président Trump cherche laquelle des lignes peut attraper le plus gros poisson. En fin de compte, nous en sommes à des semaines, pas des mois, en termes de prise de décision. Le peuple iranien tient bon. J'ai assisté à un rassemblement de 250 000 personnes à Munich. C'est l'une des expériences les plus satisfaisantes de ma vie professionnelle d'avoir 250 000 personnes qui veulent savoir qui j'étais et apprécient ce que je faisais. Apparemment, on m'appelle souvent oncle Lindsay en Iran et apparemment c'est une bonne chose. Pas pour gâcher votre déjeuner, mais le voilà. Je me demande juste si Trump a pris sa décision, car c'est la 3e ou la 4e de ces déclarations bizarres qu'il a faites au cours des 3 derniers jours, presque comme s'il faisait encore du lobbying, Donald Trump, pour lâcher Egg 7. Oh, il fait certainement du lobbying. Comme je l'ai dit, je pense que Trump a pris sa décision stratégiquement, ce qui signifie qu'il est d'accord pour dire que la politique des États-Unis est le changement de régime. Vous savez, on peut entendre la dérision chez Lindsey Graham. Vous savez, l'une de ces lignes est la diplomatie. Eh bien, vous savez, ce n'est pas assez de sang et de tripes pour le vieux Lindsey, vous savez, le grand héros de guerre qui ait jamais marché sur la terre. Vous savez, une simple coupure de papier ferait s'évanouir cette mauviette parfumée. Mais, oh, je suis désolé, je suis allé dans cette direction. Je n'aime pas ce type. Je m'excuse. J'ai une profonde animosité envers lui, en tant qu'humain et en tant qu'homme. Je pense juste que pour quelqu'un qui projette autant de testostérone, il devrait probablement mener une vie chargée de testostérone avant de le faire. Mais Trump a pris sa décision. C'est ce que nous avons dit plus tôt. Je pense que Trump a, vous savez, décidé que le changement de régime est la voie à suivre. Et ce ne sera pas par la diplomatie, ce sera par une action militaire. Mais il y a des feux qui doivent passer au vert. Je me souviens que pendant la guerre du Golfe, vous savez, le général Norman Schwarzkopf, vous savez, eh bien, avant de pouvoir lancer l'attaque terrestre, nous avions le Grand.
nous avions la salle de guerre et la grande carte de guerre, et il y avait 5 facteurs qui devaient tous clignoter en vert avant que nous puissions y aller. Et vous savez, eh bien, chaque semaine, chaque jour, vous entrez là et vous avez rouge, rouge, jaune, 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 rouge, rouge, jaune, jaune, vert. Enfin, nous sommes arrivés aux 2 derniers qui restaient jaunes, et donc nous les avons simplement changés en vert pour pouvoir aller en guerre. Et je pense que c'est probablement ce qui va se passer ici. Vous savez, ce président veut que cela soit fait. Des décisions ont été prises. Et souvenez-vous, on parle de ça, les élections de mi-mandat. Alors les politologues devraient aller et analyser le cycle de la campagne menant aux élections de mi-mandat et déterminer quelle est la période de temps la plus influente et comprendre que c'est à ce moment-là que nous devons gagner la guerre. Pendant la période où le peuple américain est le plus susceptible d'être influencé par des actions qui entraînent un vote en novembre, vous savez, et donc je pense, vous savez, août, septembre, début octobre, c'est le moment où la guerre doit être gagnée. Alors, s'il parle de semaines, vous savez, nous envisageons probablement que, vous savez, cette guerre commence, vous savez, quelque part vous savez, mai. Mais qui sait, ce n'est que ma spéculation. Les Iraniens savent-ils que les négociations auxquelles ils participent sont une tromperie et juste une ruse pour retarder le début de l'intervention militaire jusqu'à ce que ces feux soient verts? Ils devraient le savoir. Je veux dire, j'ai donné 3 interviews très médiatisées aux médias iraniens où j'ai dit exactement cela. Vous savez, les Iraniens sont très sophistiqués, ils ont un très bon service de renseignement, ils sont capables de, vous savez, d'analyses sophistiquées. Mais comme tout le monde, tout passe, vous savez, par un prisme politique, une lentille politique. Et il y a toujours un élément en Iran. Ça espère de meilleures relations avec l'Occident. Et donc tout comme en Russie, vous savez, les gens en Russie disent, vous savez, mon Dieu, j'ai hâte que ce tunnel sibérien-Alaska soit construit. Je suis là, vous ne comprenez pas. Ce tunnel ne sera jamais construit parce que ce tunnel est juste une blague. C'est juste là pour vous attirer dans la soumission. La même chose, je ne peux pas attendre que l'Occident lève les sanctions. L'Occident ne lèvera jamais les sanctions tant que l'ayatollah sera au pouvoir. C'est juste la vérité. Mais si vous croyez à cette fiction, vous vous laissez façonner et attirer et vous créez des fractures à l'intérieur de l'Iran qui pourraient être exploitées par les services de renseignement extérieurs. La même chose en Russie. Et peu importe combien de vérité et de réalité basées sur des faits vous jetez aux gens, si au fond de leur cœur, ils croient qu'il y a encore une chance de paix avec l'Occident, ils ne vont pas écouter. Et je pense toujours qu'il y a assez de gens dans le gouvernement iranien qui croient qu'il y a un potentiel de paix et qu'ils vont considérer ces négociations comme ayant un résultat potentiel plutôt que comme ils devraient le voir, c'est-à-dire comme une ruse. Et si vous le reconnaissez, alors jouez la ruse contre le faiseur de ruse. C'est-à-dire que si j'étais les Iraniens, je ferais toute une série de choses pour envoyer de faux signaux afin de confondre le système pour jouer à des jeux, mais ce n'est que moi. Scotty, merci beaucoup. Très apprécié, mon cher ami, comme toujours. J'ai hâte de te revoir bientôt. D'accord, merci beaucoup. Passe une bonne nuit. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans crime et avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent, échangent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, et si on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans crime et avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers
combat des peurs, on cherche des repères, on sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids, mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle, les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Les non-dits,